Bienvenue dans l'ascenseur. Bienvenue à toutes et à tous dans les hors-séries de Bienvenue dans l'ascenseur. Je vous présente des experts dont le travail depuis des années vise à accélérer l'ascenseur social en France. Prêt pour le départ ? Aujourd'hui, je rencontre Denis Oliven qui vient de publier « La France doit travailler plus et les Français être mieux payés » aux éditions Albin Michel. Bonjour Denis. Bonjour. Denis, vous avez publié donc cet ouvrage dans lequel vous dites que le travail en France n'est plus suffisamment rémunérateur et que ça contribue finalement au déclassement du pays. Il se trouve que dans Bienvenue dans l'ascenseur, nous parlons d'ascension sociale. Et donc la question du travail a une grande place dans ce podcast puisque eh bien, les gens qui témoignent de leur ascension sociale dans ce podcast, eux, travaillent peut-être, je ne sais pas le quantifier, mais beaucoup plus que les autres pour y arriver. Quel est votre regard sur la question de la mobilité sociale par rapport à votre sujet sur la question du travail en France ? Alors on sait que la mobilité sociale, en dehors du sujet de doit-on travailler plus, qui doit travailler plus, sur lequel je vais revenir, mais on sait que la mobilité sociale est un problème en France. Il y a eu des études, alors elles sont contestées, certaines arrivent à d'autres résultats, mais en gros, il faut de mémoire entre 5 et 6 générations pour passer de l'étage le plus bas, entre guillemets, de la pyramide sociale et des rémunérations à l'étage le plus haut. Alors, c'est pas tout à fait vrai. D'autres études montrent que c'est moins évident que ça. Mais enfin... Ouais, là, vous citez les études de l'OCDE, mais il y a aussi une étude de l'INSEE de 2022, voilà, vous citez aussi dans votre livre, qui montre que c'est pas si binaire que ça, et que, en tout cas, 70% des enfants de familles défavorisées, modestes, gagnent plus d'argent quand ils deviennent adultes eux-mêmes. 70%, c'est pas rien. Et c'est pas rien, et c'est la question centrale du modèle social. Il y a deux façons d'appréhender la question sociale, la question de la justice sociale. Il y a égaliser les conditions à l'instant T, je prends aux riches et je donne aux pauvres, bon, on sait que ça a certaines limites, je vais y revenir, et il y a permettre de sortir de sa condition sociale. Et ça, les vrais modèles de justice sociale sont ceux qui ne vous enferment pas dans votre situation sociale initiale. Et là-dessus, la France doit faire des progrès. Alors, de facto, la question, je reviens à ça, la question du pouvoir d'achat, d'être bien payé, joue un rôle essentiel. Il y a, dans les années 60, en 20 ans, grâce à la distribution du pouvoir d'achat, vous pouviez doubler votre niveau de vie. Aujourd'hui, il faut 90 ans. C'est-à-dire qu'aucun d'entre nous ne le verra. Donc, améliorer la situation du pouvoir d'achat, c'est améliorer assez fortement la question de la justice sociale et de la possibilité offerte aux Français de changer de conditions. Et le travail, non pas le fait que chacun d'entre nous travaille plus, parce que vous l'avez dit, ceux qui travaillent à peu près autant que les autres Européens, un peu moins pour certains pays, mais c'est pas significatif. C'est plutôt le fait que nous soyons plus nombreux à travailler qui changerait la donne de la situation. Bienvenue dans l'ascenseur. Alors, revenons à votre ouvrage. Vous dites que la France ne travaille pas assez. Vous pouvez en dire un peu plus, expliquer en quelques mots ? Oui, quand je dis que la France ne travaille pas assez, ça n'est pas que vous, moi et ceux qui nous écoutent ne travaillent pas assez. C'est pas la durée individuelle du travail. Parce qu'une fois encore, elle n'est pas significativement plus basse que dans d'autres pays, malgré les 35 heures. Disons qu'il y a une tendance séculaire grâce au progrès technique, au gain de productivité, et cette tendance est très heureuse, à réduire le temps de travail. En 1900, 70% de la vie éveillée de nos grands-parents, arrière-grands-parents, c'était le travail. Aujourd'hui, 60% de notre vie éveillée, c'est autre chose que le travail. S'éduquer, se cultiver, se former, etc. Et c'est tant mieux. Donc ça doit se poursuivre. En revanche, le monde entier travaille moins. Mais nous, en plus de ça, on travaille moins que le monde entier. C'est ça le problème français. Et quand je dis on travaille moins... Nous les Français, c'est quoi ? C'est que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. 6 Français sur 10 ne travaillent pas. Je parle pas des très jeunes et des très âgés. Je parle des jeunes en formation. Si je me compare avec l'Allemagne, c'est très frappant. Les jeunes en formation, parce qu'on a beaucoup moins d'alternance qu'en Allemagne. Les personnes au foyer, les femmes principalement, parce qu'il y a moins de temps partiel, d'emploi complémentaire qu'en Allemagne. Et puis les personnes entre 55 et 65 ans, parce que on a une retraite plus précoce. Mais je pense que si on rémunérait mieux le travail, cette question-là se poserait moins et on retrouverait un nombre d'actifs
semblable à celui de l'Allemagne. Alors, avant de parler de rémunérer mieux le travail, il n'y a pas une histoire quand même qu'on est plus productif? Peut-être qu'on travaille moins, mais les Français sont peut-être plus productifs? Non, on a souvent dit ça, mais c'est malheureusement pas vrai. En fait, il y avait une illusion d'optique parce que on avait, nous, un chômage des personnes non diplômées, donc à faible productivité très élevée. Donc, optiquement, on avait l'impression qu'on était plus productif. En fait, c'est pas vrai. Si on corrige cet effet, on est moins productif que les Allemands. Et surtout, cette productivité tend à décroître depuis, c'est très, très frappant depuis le Covid. Mais je voudrais juste insister sur un point. C'est que quel est l'avantage d'être plus nombreux à travailler? C'est qu'on produit plus de richesses. Il y a 40 ans, on avait la même richesse nationale par habitant que les Allemands. Aujourd'hui, on est 15% en dessous. Et ce 15% en dessous, c'est la différence entre un pays qui va bien et un pays qui va mal. Pourquoi? Parce que si on avait la même richesse par habitant que les Allemands, on aurait, tenez-vous bien, 150 milliards de recettes publiques en plus. Là, on voit que le gouvernement essaye par tout moyen de trouver 30 milliards. On aurait 150 milliards. C'est-à-dire que les problèmes d'embouteillage dans les urgences, de professeurs pas remplacés, d'infirmières mal payées, de policiers insuffisants seraient réglés. Et d'autre part, on distribuerait 90 milliards d'euros de pouvoir d'achat en plus, c'est-à-dire à peu près un 13e mois pour tous les actifs. Donc les deux problèmes majeurs qui créent la détresse française et même la colère française, l'insuffisance du pouvoir d'achat et la crise des services publics seraient réglées. Donc, c'est pas pour flageller le pays qu'il faut qu'on soit plus nombreux à travailler. C'est parce que ça nous entraînerait dans une spirale beaucoup plus positive. On irait mieux collectivement. Oui, mais alors, ce que j'arrive pas à comprendre, mais je ne suis pas économiste, c'est que vous prenez sans doute une meilleure rémunération du travail en baissant les charges, je suppose, les charges sociales et fiscales. Mais les charges sociales et fiscales sont là pour finalement financer les services publics dont vous venez de parler, c'est-à-dire les grands services publics qui sont très importants, et notamment en termes d'ascension sociale. Bien sûr, il y a la santé, mais il y a surtout l'éducation nationale. Donc, comment vous y arrivez ? Il y aurait deux façons de faire. La première, c'est de dire on réduit nos dépenses, mais ça, c'est pas ma vision. Parce que si je regarde en euros par habitant, on ne dépense pas plus que les Allemands. L'idée que les Français dépenseraient trop n'est pas vraie. On dépense pas plus, mais on a beaucoup plus de mal à financer que les Allemands, nos services publics. Donc en fait, c'est pas de dépenser moins qu'il faut, c'est financer autrement notre modèle social. La France a une particularité malheureuse, c'est qu'elle a assis beaucoup plus que les autres pays ses recettes publiques sur les impôts qui pèsent sur les revenus du travail. Et aussi d'ailleurs sur le capital productif, sur les facteurs de production. Donc on dissuade de travailler d'un côté, on dissuade d'investir de l'autre. C'est pour ça qu'on produit moins de richesses. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des ressources qui sont moins pénalisantes pour la production de richesses. Je peux vous en citer toute une série. Le foncier. Vous savez que la valeur du foncier bâti et non bâti en France, c'est 18 000 milliards d'euros. Donc si je fais une taxe d'1,5% sur le foncier bâti et non bâti, ça rapporte 90 milliards d'euros. Donc là, on peut immédiatement payer un 13e mois à tous les Français. Les successions, je sais bien que c'est un sujet majeur, et puis je ferai une observation. Aujourd'hui, le taux de taxation du travail, c'est de l'ordre de 46%. Le taux de taxation des successions, c'est 8%. Donc je dis pas qu'il faut faire exploser les impôts sur les successions, et puis il faut distinguer les successions petites et les grandes. Mais améliorer un peu l'imposition des successions, ce serait pas injuste, d'autant que ça nous ramène à votre affaire de l'ascenseur social. Quelle est la première inégalité en France? C'est l'inégalité devant le patrimoine. Bien sûr. Là, il y a c'est écrasant, l'inégalité. Donc, on pourrait, sans avoir à choisir une assiette pour l'écraser, on pourrait faire un saupoudrage, un peu de TVA sociale, un peu d'impôt sur les successions, un peu d'impôt sur le foncier, un peu, ça va peut-être choquer une partie de vos auditeurs, mais en France, le taux de taxation des retraites, c'est 14%. Donc je dis pas qu'il faut taxer les petits retraités. On est le seul pays en Europe, on a des retraités qui ont le même niveau de vie, voire un meilleur niveau de vie que les actifs. On est le seul pays dans ce cas-là. Donc voilà comment on peut faire. Si rien ne change, quel avenir anticipez-vous pour les travailleurs issus de milieux défavorisés qui s'efforcent de gravir les échelons sociaux? C'est eux qui sont les plus pénalisés, franchement, par cette situation de la rémunération du travail. Parce que être mal rémunéré par rapport aux Allemands, qui sont 10% payés plus que nous, si vous gagnez 100 000 euros ou 200 000 euros par an, c'est moins grave
que si vous en gagnez 40 000. Cette question de la rémunération du travail, elle est critique. Quand on regarde de près, c'est pas à l'échelon le plus bas de la rémunération que c'est vrai, c'est juste au-dessus. Oui, mais c'est justement quand on accède au premier étage. Exactement, voilà. Donc cette question, elle est critique pour la justice sociale, elle est critique pour l'état général du pays, mais elle est critique pour ceux qui progressent dans la hiérarchie sociale. Quel message vous souhaiteriez adresser à nos auditeurs qui, malgré donc des obstacles initiaux vraiment importants, travaillent d'arrache-pied pour améliorer leur situation et celle de leur famille ? Qu'ils ont raison, que c'est la seule façon de faire véritablement. Moi, je viens... sans vouloir me montrer en exemple, parce que je suis rien d'exemplaire, mais mes grands-parents étaient ouvriers. Ils ont investi énormément dans les études de mes parents, de mon père, qui est devenu médecin hospitalier. Lui-même a énormément investi dans les études de ses enfants. Et donc, en 3 générations, on a fait le chemin de mobilité sociale que je souhaite à chacun. Et c'est vraiment parce qu'il y avait une énorme croyance dans la vertu de l'éducation et du travail. Le travail est au cœur de la notion de méritocratie. Or, la méritocratie aujourd'hui en France est vraiment très attaquée comme étant finalement une sorte de leurre qui ne produit que des exceptions. Quel regard vous portez sur ces attaques contre la méritocratie ? Oui, je trouve que c'est une erreur de jugement d'une partie du camp progressiste. Si je caricature un peu, vous allez trouver que je charrie, mais il y a 2 gauches. Il y a une gauche où il y a 2 progressismes. Il y a un progressisme qui pense que la bonne solution, c'est d'appauvrir les riches. Et il y a un autre progressisme qui pense que la bonne solution, c'est d'enrichir les pauvres. Moi, j'appartiens à la 2e catégorie. La première catégorie, étatiste, collectiviste à certains égards, pense que il faut mettre tout le monde au même étiage, à la même norme, et qu'il n'y a aucune trajectoire individuelle, aucun talent, que tout ça ne compte pas, qu'il faut égaliser artificiellement les conditions. Et l'autre, à laquelle j'appartiens, consiste à dire il faut essayer de corriger les inégalités de départ pour donner à chacun la chance de s'accomplir. Je pense que la 2e version est beaucoup plus favorable parce qu'elle crée plus de dynamique dans la société, plus de liberté aussi, parce que pour arriver aux fins de la première, on l'a vu historiquement, il faut en général abolir les libertés individuelles. Donc cette critique du mérite, de la méritocratie, c'est un des visages d'un égalitarisme qui me paraît inefficace et absurde. Oui, c'est aussi un point de vue qui oppose le combat collectif et le combat individuel, alors que dans Bienvenue dans l'ascenseur, on pense que ça ne s'oppose pas, au contraire. Et c'est ce que vous venez de dire, d'une certaine façon, en disant on corrige les inégalités, ça c'est macro, et on laisse quand même sa chance au mérite individuel, parce que de toute façon, si on fait rien pour soi-même, il va rien se passer quand même. Bien sûr, je pense que cette critique de la méritocratie, cet égalitarisme a un effet de démotivation énorme. En plus, il est contraire à l'expérience. On voit que en 150 ans, notre société, qui s'est d'ailleurs sans arrêt corrigée, a permis de faire des progrès énormes d'amélioration de la situation des citoyens en général et d'amélioration aussi de la justice sociale. Donc il faut continuer à corriger les inégalités de départ. Par exemple, l'éducation, c'est vrai que la différence entre quelqu'un qui a un capital culturel acquis dans sa famille et quelqu'un qui ne l'a pas est énorme, mais ça peut se corriger. Mais ça ne peut se corriger que si on combine en effet des mesures d'amélioration de l'environnement des individus et la motivation des individus à se dépasser, à se transformer, à changer de vie. Et ça, c'est positif. Mais une fois encore, moi, c'est je n'ai pas écrit ce livre parce que je me pense être Chateaubriand ou je sais pas quoi, ou Marcel Proust. J'ai écrit ce livre parce que je crois qu'il faut qu'on crée les conditions qui permettent aux gens d'être rémunérés. Si on permet aux gens d'être rémunérés, on va les pousser à s'accomplir, et si on les pousse à s'accomplir, on va avoir un enrichissement, un bien-être collectif bien supérieur. Et donc, il faut qu'on soit tous conscients de ça pour qu'on mette un peu la pression sur nos gouvernants. Merci beaucoup, Denis Oliven. Merci à vous. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et laissez un avis, sans oublier de noter 5 étoiles. C'était Bienvenue dans l'ascenseur, un podcast réalisé par Actuality. Montage et mixage, Romain Majewski. Musique, Kevin O'Leary.